22 novembre 2024, il est 13h. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. En présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont conclu hier à la primature un protocole d'accord dans le domaine de la pêche durable pour la période 2024-2028. L'accord paraphé par le ministre des Ressources animales et halieutiques et l'ambassadeur de l'Union européenne a une valeur de près de 2 milliards de francs CFA. 3,5 milliards de personnes vivent sans service d'assainissement généré en toute sécurité, dont 419 millions pratiquent la défécation en plein air. Il faut agir plus rapidement pour améliorer et protéger l'accès des populations à l'assainissement. À l'occasion de l'édition 2024 de la Journée mondiale des toilettes, vous entendrez le message du gouvernement. La Côte d'Ivoire vient de faire un don de médicaments d'une valeur de 82 millions de francs CFA au Soudan, qui est éprouvé en ce moment par les inondations qui ont fait de nombreuses victimes. Le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a procédé hier à la remise. RTI 1 y était. Dans le cadre de l'accord de partenariat économique, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont conclu un accord dans le domaine de la pêche durable. C'est l'APPD. Le troisième cycle du protocole mettant en œuvre l'accord a pris fin en juillet 2024. Notre reporter Marie-Chantal Akandan a assisté hier à la primature, à la cérémonie de paraphe du protocole 2024-2028 de l'accord de partenariat pêche Côte d'Ivoire, Union européenne. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne renforcent leur partenariat pour une pêche durable. Un protocole d'accord d'une valeur de 2 milliards de francs CFA a été signé en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il vise à concilier une exploitation responsable des ressources marines et leur préservation dans le respect des principes de durabilité. Les principaux points saillants de ce protocole final sont, entre autres, la période du protocole qui est de 2024 à 2028, soit 4 ans. Le nombre de navires concernés par le présent protocole, qui est de 25 tonniers seineurs congélateurs et 7 palangriers de surface. Le tonnage de référence qui lui est fixé à 6100 tonnes. La contrepartie financière qui en découle est fixée par an à 740 000 euros, soit un montant d'environ 2 960 000 euros pour la période 2024-2028. Les conditions financières du nouveau protocole sont ainsi alignées et cohérentes avec les autres accords de pêche conclus par l'Union européenne et dans la région et traduisent l'activité de pêche réelle menée par les navires de l'Union européenne. Le nouveau protocole continuera de fournir un appui financier au secteur, donc de 285 millions de francs CFA, pour la mise en œuvre des politiques de pêche durable de la Côte d'Ivoire, notamment pour le maintien de la capacité de contrôle et surveillance essentielle dans la lutte contre la pêche illégale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rappelé le rôle stratégique de la Côte d'Ivoire dans la promotion de la pêche durable en Afrique. La pêche étant un secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire, je me réjouis particulièrement des appuis accordés par l'Union européenne à notre pays. Cet accord prévoit des appuis pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la pêche en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, je voudrais donc saisir l'occasion pour solliciter de l'Union européenne un engagement encore plus fort au bénéfice du développement de la pêche en Côte d'Ivoire pour répondre à l'ambition que le gouvernement a tracée sur la base des instructions de M. le Président de la République, c'est-à-dire faire de la pêche un secteur très important qui pourvoit beaucoup d'emplois à la jeunesse et qui préserve les intérêts des Ivoiriens dans ce domaine. Cet accord reflète l'engagement de la Côte d'Ivoire à devenir un leader régional dans le domaine de la pêche durable, tout en favorisant le développement économique, social et local.
La commission électorale indépendante estime à plus de 943 000 le nombre de nouvelles inscriptions sur la liste électorale. Cela à l'issue de l'opération de réactualisation du fichier qui s'est achevée le 17 novembre dernier. Pour la catégorie 1, les personnes figurant sur la liste électorale et sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles, l'institution enregistre 517 900 requérants, ce qui fait un total d'1 461 000 requérants recensés. En 26 jours d'enrôlement, plus d'1 million de personnes se sont faites enregistrer sur la liste électorale. Ce jeudi, la CEI présente un bilan partiel lors d'un point presse. La Commission électorale indépendante est heureuse de présenter les statistiques enregistrées sur le territoire national en attente d'intégrer celles de la diaspora. La catégorie 1, c'est-à-dire des personnes figurant sur la liste électorale, sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles. Il s'agit de 517 924 requérants, dont 283 419 hommes et 234 505 femmes. S'agissant de la catégorie 2, définition, personnes sollicitant une première inscription, 943 157 requérants, dont 511 125 hommes et 432 032 femmes, soit un total de 1 461 081 requérants, dont 794 544 hommes et 666 537 femmes. Les chiffres dévoilés témoignent d'une nette progression par rapport au précédent recensement électoral de 2022-2023 qui avait enregistré 575 489 requérants. Après le traitement et la consolidation des données, une liste provisoire sera affichée dans tous les lieux de vote. Cette étape marquera le début de la période du contentieux, permettant aux citoyens de vérifier leur inscription et de signaler d'éventuelles anomalies. La Commission électorale indépendante invitera pendant le contentieux tout électeur détenant les justificatifs requis à se tenir prêt pour, premièrement, réclamer l'inscription d'une personne dûment enrôlée, mais ne figurant pas sur la liste électorale provisoire. Deuxièmement, demander la radiation d'un électeur décédé, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. Troisièmement, demander la rectification de données. La Commission électorale indépendante informe par ailleurs que les populations qu'une opération menée sous l'égide du ministère de l'Intérieur est en cours, aussi bien dans les centres d'état civil que dans les villages et hameaux, afin de recueillir les pièces ou témoignages susceptibles de permettre d'expurger de la liste électorale de manière efficiente les électeurs décédés. Tous nos compatriotes sont invités alors à y collaborer. La CEI se réjouit de l'adhésion croissante des populations et du soutien des parties prenantes au processus électoral. Un reportage de Sidonie Davila et Hervé Imbois. Les inondations au Soudan du Sud ont affecté 1,4 million de personnes et en ont déplacé plus de 379 000. La Côte d'Ivoire, très sensible à la souffrance du peuple frère du Soudan, vient de faire don de médicaments de première nécessité d'une valeur de 82 millions de francs CFA. À témoignage, Michel Digré. En plus de la guerre et de la famine, de graves inondations touchent le Soudan. C'est le cas au Darfour, mais aussi dans la province de Kassala, plus au sud. Le gouvernement ivoirien pose un acte de générosité envers ce pays ami à travers un don de médicaments composés d'antibiotiques, de sérum antitétanique et des solutés massifs, le tout estimé à plus de 82 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, sensible à la souffrance du peuple frère du Soudan, ne pouvait être en marge de l'élan de solidarité légitime observé par le monde. Aussi, je voudrais
au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et du peuple ivoirien, exprimer la compassion de la Côte d'Ivoire au peuple frère du Soudan et l'assurer de sa solidarité entière. Une contribution pour soulager les populations fortement éprouvées par les sinistres. Le chargé d'affaires de l'ambassade soudanaise traduit la reconnaissance de son pays au peuple ivoirien. Nous remercions son excellent monsieur, le président de la République, monsieur Alassane Ouattara. Nous savons bien qu'il a une grande appréciation pour le Soudan. Selon les organisations humanitaires, le Soudan fait face aux pires inondations qu'il ait connues depuis des dizaines d'années. Le 19 novembre dernier, c'était la journée mondiale des toilettes, une journée qui met l'accent sur l'importance de l'assainissement et qui défend l'accès à la propreté et la sécurité des toilettes pour tous. L'assainissement est un droit de l'homme, tout comme le droit à l'eau. Le manque d'accès à l'assainissement a un impact sur la santé, la dignité et la sécurité. En attendant la célébration à Kani, dans le Ouorodougou, la célébration donc de cette journée, on va écouter le message du gouvernement. Les toilettes, espace de paix. Le thème de la 24e édition de la Journée mondiale des toilettes est une interpellation des populations sur la qualité, la durabilité et le confort des toilettes. Les toilettes, un lieu d'extrême importance dans la vie de chaque individu, mais qui est loin d'être un espace sûr et pour cause. En Côte d'Ivoire, moins d'un ménage sur deux utilise une toilette adéquate. 2 tiers des ménages urbains en utilisent, contre 42,1% en milieu rural. Cette problématique fait partie des défis majeurs à relever. D'ailleurs, l'accès à des toilettes sûres pour tous fait partie des cibles de l'objectif de développement durable numéro 6. Notre pays s'est engagé pour l'atteinte de ces ODD 6 par la mise en place d'une stratégie dédiée. Selon les Nations Unies, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement. 419 millions pratiquent la défection en plein air. Une réalité qui constitue une menace pour la santé de tous. Aussi, le gouvernement, sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, a-t-il investi dans le secteur de l'assainissement et notamment dans l'accélération de l'accès aux toilettes à travers un programme de construction de toilettes dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. Grâce à ce programme, plus de 3000 toilettes ont été réalisées dans les écoles primaires des 31 régions. En outre, plus de 8000 ménages ont été sensibilisés à se construire et à utiliser des toilettes familiales durables. Cela a rendu nos populations plus résilientes, aussi bien en milieu urbain que rural. Nous devrons accentuer les campagnes de sensibilisation pour accélérer l'accès à des toilettes améliorées. Des campagnes seront menées dans plusieurs régions du pays. Les populations sont appelées à jouer leur partition en appliquant les recommandations du gouvernement qui poursuit ses efforts de mobilisation de ressources financières dédiées au secteur de l'assainissement. La célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes aura lieu à Kani, chef-lieu de département dans la région du Ouorodougou. Un message d'Eugène Atoubé. On part à Botro, on parle toujours santé. À Botro, c'est dans la région de Gbeke. Et là-bas, l'hôpital général dispose désormais d'une unité de soins mère kangourou. C'est donc l'assurance d'une prise en charge adaptée aux nouveau-nés prématurés ou de faible poids à la naissance. À l'inauguration, le préfet du département a salué les efforts de l'UNICEF et le Fonds français Muskoka pour avoir ainsi contribué à offrir du bonheur aux populations de Botro. Djeneba Ouattara, Corona Soro, RTI Boaké. La maternité de l'hôpital général de Botro, dans la région du Gbeke, dotée désormais d'une unité de soins mère kangourou. L'ouverture officielle de cette unité s'est faite en présence des autorités locales et sanitaires. L'initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de la santé mère-enfant et ses partenaires vise à réduire la mortalité néonatale. Nous avons environ 50 enfants
quand même qui sortent prématurés. Les enfants avec petit poids de naissance sont autour de 250 par an. Et cette prise en charge était référée au CHU de Boaké, avec la formation de 10 prestataires. Cette unité est donc un pilier fondamental dans notre lutte pour réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers nos partenaires. Le préfet du département de Botro, représentant le ministre de la Santé, exhorte les populations à s'approprier cette unité de soins. Avec le soin kangourou, on donne une chance à tous les enfants. Je compte sur vous pour passer le message à vos sœurs, à vos filles, à vos enfants. À travers une démonstration, la méthode kangourou est également expliquée aux invités. Besoin de personnel médical, augmentation du budget de fonctionnement et l'amélioration du plateau technique sont entre autres les doléances émises par les responsables de l'hôpital. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 18 unités de soins mère kangourou. On va rester sur place dans le Béquet avec cette visite du directeur pays de l'agence KOICA dans la région. KOICA, c'est l'agence coréenne de coopération internationale. Le directeur pays Kim Sang-jun donc a effectué cette visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement du projet prévention et traitement des cas de fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo, reportage. Le nouveau directeur pays de l'agence coréenne de coopération internationale, KOICA, en séance de travail avec les prestataires de santé, les représentants de la société civile, des porteuses et ex-porteuses de fistules obstétricales, engagés dans des activités génératrices de revenus dans le Béquet. À Boaké, cette rencontre vise à évaluer l'état d'avancement du projet de lutte contre la fistule obstétricale dans la région. Un programme en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous allons, avec l'UNFPA et le gouvernement, après cette mission, évaluer ce que nous avons vu et avoir des discussions, n'est-ce pas, sur la question. Lors des échanges, les partenaires du projet ont plaidé pour son prolongement au-delà de la phase 3 prévue s'achever en 2024. Lancé en 2012, le projet de lutte contre la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire a permis de réaliser 3500 interventions chirurgicales durant les phases 1 et 2. La phase 3 du projet en cours de réalisation prévoit 2700 interventions. Le programme a également soutenu 1500 activités génératrices de revenus pour faciliter la réintégration des ex-porteuses de fistules dans leur communauté. À Bondiali, là on est dans l'Abagoué. Maria Tokone, l'édile de la ville, a signé récemment un partenariat avec l'ONG AVSI et ENI. L'objectif, c'est la préservation des forêts et la lutte contre le changement climatique. Et plus de 300 femmes de la localité de Diogo viennent de recevoir des foyers améliorés. D'autres précisions avec Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. À Diogo, localité située à 30 km de Bondiali, plus de 300 femmes bénéficient de foyers améliorés. Ce don, fruit d'un partenariat entre la ministre Maria Tokone, l'ONG italienne AVSI et le géant pétrolier ENI, s'inscrit dans une initiative visant à préserver les forêts et à lutter contre le changement climatique. Elle a mis son tégnala dedans. Et elle va allumer. Ces foyers améliorés réduisent l'exposition aux fumées toxiques et diminuent la dépendance au bois de chauffe. Maman Danyogo, tu as déjà préparé sur le foyer. Faut nous dire un peu. Quand tu veux préparer dessus, avec le pharo, en a de une semaine, ça fait 1 mois. Donc c'est très bon. En venant ici, nous ne savions pas qu'on aurait eu un tel engouement avec ce projet de foyer. Mais aujourd'hui, je pense que l'expérience et les retours nous enseignent et que nous sommes dans une démarche qui va impacter durablement la vie des femmes et la vie des communautés ici à Diogo. Marraine de cette cérémonie, la ministre Maria Tokone a rappelé que ce projet traduit l'engagement du gouvernement ivoirien dans la transition écologique. Ma présence à cette activité traduit l'intérêt du gouvernement à s'engager résolument dans la lutte contre le changement climatique, pour la protection de la nature
et la préservation de l'environnement. Depuis le lancement de ce projet en juin 2024, ce sont 13 000 foyers améliorés qui ont été distribués par AFSI dans 43 villages de la Bagoué. On en parlait il y a juste quelques minutes. Le 19 novembre, c'était la journée mondiale des toilettes. Et le 20 novembre de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de l'enfance. Journée qui offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Pour l'occasion, le 5e pont d'Abidjan, le pont Alassane Ouattara, s'est illuminé en bleu. Ces enfants sont émerveillés et captivés par le pont Alassane Ouattara, illuminé en bleu. Derrière cette illumination couleur, un message porté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, aux populations, à l'occasion de la célébration des 35 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour cette circonstance, l'UNICEF a marqué le coup. Les enfants sont en compagnie de leur égérie ambassadrice de l'UNICEF, la sprinteuse Muriel Aouré. Je suis sur le pont Alassane Ouattara qui célèbre notre journée, donc je suis très contente. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'être à Abidjan pour la journée mondiale de l'enfance. Quelque chose que j'ai célébré depuis que je suis ambassadrice. C'est un réengagement pour les droits des enfants. Pour le représentant de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, une implication de tous les acteurs indispensables pour réussir ce challenge. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec la participation de ces enfants-là. Donc, il faut pouvoir les écouter. Il faut pouvoir avoir leur avis afin de pouvoir leur donner l'éducation qu'il faut. Et cela fait partie des messages clés que Madame la ministre nous le donne chaque fois afin de pouvoir véritablement être tout le temps avec ces enfants et puis pouvoir leur donner les valeurs qu'il faut. La Journée mondiale de l'enfance 2024 est un rappel collectif à l'amélioration des conditions de vie des enfants du monde et de la Côte d'Ivoire en particulier. Un reportage de Diarasouba Ami et Richard Vao. On va visiter une autre région de Côte d'Ivoire. C'est le Tonkpi qui nous accueille cette fois. Sur place, les ex-combattants devenus ambassadeurs de la paix dans les régions de l'Ouest montagneux ont rencontré récemment le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Au cœur des échanges, la culture de l'amour, de la paix et du vivre ensemble. Un reportage de Christ Ephraim Diomondé dans un commentaire de Siaka Kone. Ces jeunes ex-combattants, aujourd'hui ambassadeurs pour prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ont répondu à l'appel du ministre-gouverneur Albert Flendé en présence du chef de cabinet de la présidence Claude Saï. Porteurs de bonnes nouvelles, ces jeunes ont exprimé leur volonté à sensibiliser les populations pour des élections apaisées en 2025. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui a été toujours à notre côté, par le bien de son représentant, pour dire qu'il peut compter sur nous. Comme nous l'avons si bien fait. Vous avez vu les élections passées, il n'y a pas eu de problème dans le Cavalier, ni partout un peu, là où nous étions présents. Le vivre ensemble est plus important. Nous devons vivre dans la cohésion, dans le pardon, faire l'amitié à ceux qui ont voulu vivre avec nous. Pour le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, cette initiative est à encourager. Je dois rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a toujours eu une oreille attentive aux préoccupations des ex-combattants, aux préoccupations de la jeunesse en général. Et donc, si aujourd'hui ces jeunes-là sont venus nous voir, je leur ai dit que le président de la République et les plus hautes autorités de ce pays seront informés de leur intention et de leur offre. Tous les cadres de notre district seront saisis de cette initiative et nous allons faire en sorte que notre région, nos 3 régions, soient des régions de paix. Les ambassadeurs de la paix entendent multiplier les actions dans toutes les 3 régions du district en vue de sensibiliser les populations à cultiver le vivre ensemble dans le Tonkpi, le Guémon et le Cavalier. À présent, en bref et en images, au Sénégal, les résultats officiels des législatives anticipées viennent d'être proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Le raz-de-marée du PASTEF est confirmé. Le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. Nous sommes vendredi, c'est l'heure du JT du sport.
Samuel Metch est installé, le brillant journaliste du service autonome des sports est avec nous. Il va nous livrer l'actualité sportive de la semaine. On se souvient, Samuel Metch, on se souvient du sacre des footballeurs ivoiriens. Cet autre sacre, les éléphants maracaniers qui ont remporté la toute première édition de la Maramonde. Ouais, toute première édition de la Maramonde remportée par les éléphants maracaniers qui ont d'ailleurs été reçus hier à la primature au nom du chef de l'État pour naturellement que la nation ivoirienne puisse reconnaître leur mérite. À cet effet, 200 millions de francs CFA ont été donc distribués à l'ensemble du staff, déjà aux champions du monde, au staff technique, puis à la fédération ivoirienne de Maracana et naturellement donc à toutes ces personnalités qui ont œuvré à la réussite de l'événement. Il y a eu plusieurs distinctions également de ces personnalités, dont 3 personnalités au niveau de la RTI, Kati Touré Kodo, également donc Didier Béou et le directeur général par intérim de la RTI, donc, qui a été représenté par Sébastien Ougna. Le point. Bonjour Samuel Metch, parti donc d'Abidjan sur le coup de 16h30 GMT ce jeudi. Le stade d'Abidjan vient d'atterrir en Égypte, on va dire précisément donc au Caire, la capitale égyptienne. L'équipe, on va dire du stade d'Abidjan, les Bleus Rouges, le vice-champion de Côte d'Ivoire est arrivé ici avec un effectif de 18 joueurs et un encadrement technique étoffé. Ils sont logés dans ce magnifique hôtel qui est situé juste dans mon dos. La première séance d'entraînement est prévue donc ce soir à 18h heure locale, soit 16h temps universel. Nous avons échangé avec l'encadrement technique, les joueurs et même d'autres, on va dire membres donc, du staff technique du stade d'Abidjan. Tout le monde y croit, à commencer par le premier responsable de l'encadrement technique du stade d'Abidjan. Alexandre Lafitte, dites-nous, est-ce que vous croyez que votre équipe est capable de sortir donc, de cette poule qui est qualifiée de poule de la mort? Non, bien sûr qu'on y croit, parce qu'à partir du moment où on a réussi à se qualifier, on a autant de chances que les autres de pouvoir le faire. Après, c'est sûr qu'on a moins d'expérience qu'eux. On est face à des équipes qui sont habituées à la jouer, qui sont habituées aussi à la gagner. Donc nous, on va essayer de prendre l'expérience aussi avec les joueurs qu'on a recrutés. Certains joueurs qui ont l'habitude de la jouer, qui l'ont même gagnée. Et puis on va essayer de faire tout pour déjà bien démarrer ici au Caire, pour après aller chercher au moins la première ou la deuxième place. Essayez de faire tout donc pour, on va dire, remporter la victoire ou bien ne pas perdre, c'est le plus important je pense. Le stade d'Abidjan peut compter donc sur des joueurs d'expérience à l'image du champion d'Afrique 2015, Assalé Roger, à l'image également de Akaïsis Baudelaire, à l'image de bien d'autres joueurs comme Bamba Drissa également, le portier donc de cette belle équipe stadiste qui commence son aventure africaine déjà ce mardi sur le coup de 18h ici donc on va dire 18h heure locale face à Al-Ali. On espère que le représentant ivoirien fera tout. Au moins pour ne pas perdre, il faudra absolument gagner ou du moins faire un match nul. C'est très très important. Et puis essayer de gagner tous les matchs donc à domicile. Et voilà donc à l'instant c'était Konaté Ngamblé donc au Caire en Égypte pour ce match entre le stade d'Abidjan et le Al-Ali donc d'Égypte, comptant pour les phases de groupe de la Ligue des Champions CAF. Il faut le savoir, nous entrons dans le démarrage des phases de groupe des compétitions africaines avec donc la Ligue des Champions CAF et la Coupe de la Confédération. Et pour le compte de RTI Sport, Konaté Ngamblé se retrouve donc en Égypte. Le match est prévu pour mardi. Il a dit donc le stade d'Abidjan est prêt, même s'il est logé dans cette poule de la mort. Et puis il y aura ici à Abidjan pour la Coupe de la Confédération. Nous aurons pour la première journée de la Coupe de la Confédération CAF la SEC qui sera face au Jaraf du Sénégal le mercredi 27 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny à 16h GMT. Allez donc suivre ce duel entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est pour le mercredi prochain. Hamza Diaby. D'accord, merci beaucoup Samuel Metch. Alors, on parle de quoi à présent? On parle naturellement du match amical Maroc-Côte d'Ivoire comptant pour les préparatifs du CHAN 2024. Le match amical retour des éléphants locaux face au Maroc avant la grand-messe qui s'est tenue donc, qui se tiendra bien entendu les jours prochains. Il faut le savoir, Véronique Conan était aux côtés des éléphants à Prime pour voir un peu leur préparation. Son point. Qui s'est soldée par un nul le dimanche 17 novembre 2024 au stade municipal de Bingerville. Le mardi dernier, les éléphants locaux, vêtus de blanc, étaient face à l'équipe A-Prime du Maroc, toujours dans le cadre de leur préparation. Dominateur, le Maroc ne parvient pas à inscrire de but face à un Sylvain Gbowo, vigilant dans les filets. Côté ivoirien, les actions ne sont pas concrétisées.
Dans le temps additionnel, Souane Amine écope d'un carton rouge pour une erreur sur Kofi Edgar, mais la sanction est levée après la pause. En seconde période, ni la Côte d'Ivoire ni le Maroc ne font trembler les filets. Score final 0-0. Là, ce matin, on traverse la phase défensive et donc on ne prend pas de but sur les 2 matchs. Je pense qu'il y a quand même un bon niveau. Pour cette préparation pour le CHAN, qui débutera en décembre, les Ivoiriens locaux ont été évalués lors de ces 2 matchs aller et retour. Le dernier tour des qualifications du CHAN est prévu pour décembre 2024. La Côte d'Ivoire aura pour adversaire le Burkina Faso. Est-ce qu'on peut être rassuré, Samuel Metch? Est-ce que nos éléphants locaux sont prêts? Et en tout cas, ils ont envie de faire mieux que les éléphants A, donc il faut le savoir. Ils veulent tout donner pour eux aussi, pourquoi pas briller sur le toit de l'Afrique. Nos éléphants locaux sont prêts, avec surtout Ndri Kofi Romaric sur le banc pour les galvaniser, pour les emmener donc à la victoire, on peut le dire, à Hamza Diaby en tout cas. On sera sur rendez-vous du CHAN et d'ailleurs pour ce premier match des qualifs face au Burkina Faso, on promet un résultat. Merci Metch. Samuel Metch, on va se retrouver vendredi prochain. Pourquoi pas. Vendredi prochain. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est demain que je reviens chez vous à 13h.